Argentine, Buenos Aires. Buenos Aires. Bonjour, maintenant nous allons porter notre attention au deuxième thème d'aujourd'hui, ce sont les habitats. On va focaliser sur Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. C'est une ville immense avec une population d'environ 15,5 millions de personnes. Pour en discuter avec nous, je suis au studio avec l'architecte Antoine Picon, qui est professeur à Harvard et un directeur de recherche à l'École des Ponts Paris Tech. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Can we start the presentation? Absolutely. Premier slide. Voici le premier diapo du slide. Sans des logements dignes, une ville n'est pas vivable. Et la crise de COVID-19 nous a fait faire face à ce défi. Est-ce que le manque de logements dignes nuit à la productivité? Malgré le caractère essentiel des logements, c'est loin d'être satisfaisant dans beaucoup de grandes villes autour du monde. Le manque de place et les coûts élevés, la mauvaise qualité des constructions ont tous contribué à réduire le stock de logements. L'accès au logement est inégalitaire et ça perpétue les inégalités au niveau des villes. L'apparition des bidonvilles est l'une des expressions la plus flagrantes de l'inégalité en matière de logement. On voit de plus en plus de bidonvilles dans beaucoup de parties du monde, allant de l'Asie jusqu'en Amérique du Sud. En 2018, plus d'1 milliard de personnes vivaient dans des bidonvilles partout dans le monde. C'est jusqu'à 1,6 milliard si on inclut tous les autres types de logements informels. Le nombre absolu de personnes qui vivent dans des bidonvilles ne cesse d'augmenter, même si en général la qualité de vie s'améliore dans le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour relever ce défi? Nous n'avons pas encore de bonnes réponses. L'action de vider les bidonvilles, comme ici à Mumbai, tend à empirer les inégalités urbaines. Cela déplace les populations vulnérables encore plus loin des centres des villes, plus loin des centres-villes, plus loin de l'accès à l'emploi. À cause de ces défauts, plusieurs auteurs et activistes argumentent une autre approche qui permet aux habitants de se regrouper comme ils veulent et de vivre où ils veulent. Mais cela ne prend pas en compte les questions complexes sur l'infrastructure qui entourent l'accès au logement. Ce n'est pas uniquement un problème de politique. Il faut prendre en compte aussi l'accès à l'eau et à la sanitation. L'installation de ces réseaux exige un soutien et un niveau de compétence que la ville n'a pas toujours envie de partager avec les résidents des bidonvilles. Il n'est pas facile d'améliorer la qualité de vie dans les bidonvilles. Il y a des outils qui peuvent, par exemple, donner des adresses aux résidents des bidonvilles, comme on voit ici à Kolkata. Cela permet aux habitants de créer un compte bancaire, par exemple, ou de recevoir des lettres, mais cela ne résout pas tous les problèmes.
D'autres outils utilisent la cartographie digitale ou numérique pour faciliter l'accès aux ressources, mais cela ne résout pas le problème du logement. Ce qu'il faut, c'est une stratégie beaucoup plus compréhensive qui utilise une large gamme de politiques et de technologies. Il n'y a pas de solution miracle. C'est exactement ce type de stratégie qui a créé l'initiative Villa 31 de Buenos Aires. Cela vise à améliorer la qualité de vie de l'une des plus grandes bidonvilles en Argentine. L'une des plus grandes villes aux Amériques, avec une population de plus de 2,9 millions de personnes et avec une population de l'agglomération en général de 15 millions. Buenos Aires est une ville très vivable et créative. En 2015, c'était la première ville en Amérique latine sur l'index de la vivabilité. Buenos Aires a un patrimoine architectural reconnu. Ces immeubles, conçus par des architectes, sont extrêmement remarquables, comme ici le Palais de Congrès. La qualité de l'éducation et du secteur culturel est encore plus importante en termes de vivabilité. Buenos Aires est la ville avec le plus de librairies au monde par habitant. Ici, nous voyons un théâtre qui a été changé en bibliothèque. On l'appelle la librairie la plus belle du monde. Buenos Aires a aussi beaucoup de théâtres et d'espaces culturels pour les arts. La ville a développé un programme ambitieux pour la culture. Le district design a été conçu récemment pour concentrer ces services dans une zone définie pour promouvoir l'effet cluster. Buenos Aires dépêche à préparer l'ère post-Covid, dans laquelle plus d'activités seront possibles. Ce projet vise à encourager les mobilités douces et d'autres initiatives. Mais les inégalités sociales ont quand même leur présence dans cette ville. Il est estimé que 25% de cette population vit dans la pauvreté. En 2005, l'ONU Habitat a estimé que le coefficient d'inégalité sociale à 0,52. Cela met l'Argentine cela dit que Buenos Aires est l'une des villes les plus inégales du monde. D'un district à l'autre, les ressources de la population varient énormément. Pendant longtemps, ces différences sociales et spatiales étaient amplifiées par des politiques urbaines qui privilégiaient les populations déjà privilégiées. L'investissement dans l'infrastructure est très inégal. 6,2% de personnes ont reçu quasiment un tiers de l'investissement dans les infrastructures publiques dans la ville. Ces mêmes inégalités se répètent dans le domaine de l'éducation publique et des soins, des infrastructures pour la santé. Les conséquences des problèmes de logement générés par la récession ont empiré le problème des logements non formels. La bidonville occupe environ 15 hectares de terre. Il y a environ 40 000 personnes qui vivent dans des maisons de fortune dans cette bidonville.
Il y a de grosses parties de cette bidonville qui n'ont pas de service de sanitation ni d'eau. Villa 31 n'est pas officiellement connectée au réseau électrique. Quand il pleut, les chemins dans cette bidonville s'inondent. Malgré le manque de services municipaux basiques, cet endroit a quand même beaucoup de vie et beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de vie en préservant ces bonnes qualités? Ce n'est pas facile. Il faut reconnaître plusieurs choses. L'intensité des interactions sociales est un aspect critique des bidonvilles qu'il faut préserver à tout prix. Dans l'absence des infrastructures traditionnelles, les gens créent leur propre infrastructure informelle qui soutient la vie. Dans Villa 31, tous les services sont gérés par les habitants eux-mêmes, comme dans beaucoup de bidonvilles. Malgré sa mauvaise qualité physique, cette bidonville a ces bonnes qualités. Des architectes qui ont analysé une rue typique de Villa 31 ont trouvé des bonnes qualités comme la combinaison unique de la densité, des immeubles limités en hauteur et de gros espaces publics. Les avantages de la densité renforcent les interactions sociales. Maintenant, c'est renforcé par les problèmes qui, malheureusement, existent dans cette bidonville. Les bandes organisées, par exemple. Leur présence a été renforcée par la crise économique qui dure. Cette bidonville a un taux d'homicide parmi les plus élevés dans le pays. Il y a aussi très peu d'infrastructures publiques qui sont accessibles et en bon état. L'ambition générale des autorités locales de Buenos Aires est de transformer ce bidonville en logement public. On veut que Villa 31 devienne une vraie partie de la ville intégrée. On avait pensé au nom Barrio 31. Le nom officiel de l'endroit, Barrio Carlo Mujica, utilise le nom d'un prêtre local qui se dévouait aux personnes les plus démunies et qui a été tué à cause de son engagement politique et social en 1974. Ce nom était... les habitants du bidonville aimaient beaucoup ce nom proposé. Ils voulaient soutenir, promouvoir le travail qu'avait fait le père Mujica. Ces travaux font partie d'un plus grand effort par la Banque mondiale pour soutenir l'amélioration de la qualité de vie dans plusieurs villes dans le monde. Ce programme vise à améliorer la qualité de vie, promouvoir les interactions sociales et aider l'économie locale. Bien sûr, Villa 31 est le projet phare de cet effort. Bien sûr, il faut bien concevoir l'intervention qu'il faut. Il faut créer un indice de la vulnérabilité des foyers qui va guider le développement. La présence de l'autoroute qui divise cette région en deux zones distinctes représente un gros défi.
under this freeway. Beaucoup de maisons ont été construites sous les autoroutes. Si on voulait les détruire, il faudrait déplacer les habitants. Is one of the great objectives of the whole initiative, but it's definitely not simple. L'objectif, c'est de transformer cet espace en espace public. The move evokes, for some critics, past practices of forced displacement. Mais il y a bien sûr des critiques de la pratique du déplacement forcé. Les nouvelles unités de logement qui ont été construites améliorent la qualité de vie. Il y a environ 950 familles qui vivaient sous l'autoroute avant le début de l'initiative. 800 familles ont déjà déménagé, et ce malgré la crise du Covid. Ces nouveaux immeubles sont conçus pour être durables. Ils ont des panneaux solaires sur les toits qui vont permettre aux habitants d'avoir un accès à l'électricité quasiment gratuit. Et bien sûr, quand les habitats informels deviennent légitimisés, il faut trouver un moyen de payer les factures. L'un des aspects les plus remarquables de la transformation de Villa 31, c'est la création des documents pour les propriétaires des logements et des terres. La ville doit trouver un moyen de se faire sans mettre en danger cet habitat. Il faut aussi goudronner les rues. Cela augmenterait la mobilité des résidents et renforcerait l'urbanité de ce quartier. Cela reliera aussi ce quartier au reste de la ville. Un effort similaire est mené pour le réseau électrique et le réseau des lampadaires dans la rue. Il y a ce nouvel espace public planifié sous l'autoroute. Cet espace sera rénové, comme vous voyez sur l'écran. On va rénover aussi les terrains de jeu et les aires de jeu. Cette transformation de la ville ne peut pas être séparée de l'intégration et l'inclusivité sociale. Un centre dédié fournit des conseils pour les citoyens sur des sujets qui vont du logement jusqu'à la santé, en passant par les services publics. Une attention spéciale a été portée à l'éducation. Des écoles seront construites pour fournir de nouvelles opportunités en matière d'éducation aux enfants de ce quartier. Le centre, le hub pour l'éducation au Barrio Mujica va servir les enfants du quartier. Et cela symbolise que l'avenir de Buenos Aires se trouve chez les enfants. Enfin, l'ambition pour ce projet est de soutenir le développement d'une économie durable et locale. Une nouvelle unité a été construite pour aider les résidents de ce quartier à améliorer leurs débouchés et leurs compétences pour trouver du travail. Comme vous voyez, le logement ne s'agit pas simplement d'une maison ou d'un appartement. C'est vraiment le pilier de la vie urbaine. Donc, c'est une initiative conjointe entre les autorités locales et l'UNESCO. Ce projet devrait servir de modèle pour d'autres régions.
C'est un projet ambitieux pour beaucoup de raisons. Par exemple, il y a l'organisation physique particulière de ce quartier et l'attribution des documents qui montrent qui possède quel logement et quelle terre. Environ 68% des résidents du banlieue n'ont pas fait des études. Cela rend difficile leur intégration économique. Les inégalités de genre et des minorités doivent être prises en compte aussi. Sinon, les déséquilibres vont être perpétués dans la ville. La COVID-19 reste un problème dans Villa 31. Au printemps 2020, le nombre de cas a explosé dans ce quartier à cause d'un accès insuffisant à l'eau propre et à la sanitation. Cette crise, cependant, a montré aussi que si on améliore les bidonvilles, c'est un aspect clé pour les villes si elles souhaitent se développer et survivre à l'avenir. Villa 31 est en effet un district pauvre qui se trouve sur une partie des terres les plus chères de la ville. Le gros problème sera de ne pas déplacer trop des habitants de Villa 31. Qu'est-ce qui va se passer après si les nouveaux propriétaires de ces terres et de ces logements n'arrivent pas à payer les factures? Il y aura bien sûr des conséquences de ce projet à prendre en compte. Cette situation est très particulière. Il y a une nouvelle loi qui a été votée pour éliminer la possibilité de l'embourgeoisement du quartier et pour limiter la spéculation foncière. Certaines sociétés ont décidé de proposer des prix pour les charges moins élevés pour les habitants de ce quartier. Beaucoup a déjà été fait pour intégrer Villa 31 à la ville. C'est exemplaire à cause de son ambition systémique qui articule l'amélioration physique, les mesures socio et économiques. Cette transition de Villa 31 au barrio Mujica est aussi un symbole des défis qui doivent encore être relevés pour résoudre ce problème imminent des bidonvilles. Avec ce type d'initiative, Buenos Aires représente un laboratoire pour le logement en milieu urbain. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup d'avoir partagé cela avec nous. C'est un cas d'étude très intéressant à Buenos Aires. Vous avez évoqué beaucoup de thèmes, y compris le thème de l'éducation, ce qu'on va discuter plus tard. En fait, c'est notre thème suivant, l'éducation. Nous allons le regarder dans le contexte de la capitale de la Corée du Sud, Séoul. Mais avant de nous quitter, nous voulons écouter un message du maire de Buenos Aires. De la part de tous les résidents de Buenos Aires, je voudrais remercier UNESCO et Netexplo pour nous avoir décerné le prix Linking Cities 2021 dans la catégorie Habitat. Ce prix reconnaît nos politiques dans Barrio 31, un grand défi que nous avons relevé à partir de décembre 2015. Pas à pas, nous avons pu faire des progrès. Intégration veut dire beaucoup plus que l'accès au logement, l'infrastructure basique et des services publics de qualité dans les quartiers populaires. Nous travaillons pour que tout le monde qui vit dans le Barrio 31 puisse avoir les mêmes droits, les mêmes responsabilités et les mêmes occasions pour se développer et faire du progrès. Encore une fois, un grand merci pour ce prix et félicitations à toutes les villes qui ont été lauréats. Barrio 31, actuellement Barrio Mujica, est l'un des quartiers les plus importants et historiques dans la République de l'Argentine. Ce projet que nous menons depuis 5 ans fait des efforts pour les 40 000 personnes qui habitent dans ce quartier, pour qu'elles puissent avoir les mêmes opportunités et les mêmes responsabilités que les autres habitants de la ville de Buenos Aires.
Et l'administration fait des projets similaires pour améliorer les conditions de vie des 250 000 personnes qui vivent dans des habitats informels dans la ville de Buenos Aires. S'il y a une chose que nous avons appris de la pandémie de la COVID-19, c'est qu'il n'y a pas de secteur isolé dans la société. Nous sommes tous connectés les uns aux autres. C'est pour cela qu'il est tellement important d'améliorer les conditions de vie dans Barrio Mujica et dans tous les quartiers informels, parce que cela représente aussi une amélioration des conditions de vie de chacun des 3 millions d'habitants de la ville de Buenos Aires. Bien sûr, le travail que nous faisons a commencé avec les aspects les plus importants, les conditions nécessaires pour le développement, l'infrastructure, l'eau, la sanitation, le goudronnage, les lampadaires sur les voies publiques, les conditions des habitats, de nouveaux logements. Mais le centre de tout ce travail, le cœur de tout ce travail, c'est créer les conditions pour améliorer l'accès aux soins, améliorer les possibilités pour faire du sport, participer aux activités culturelles et améliorer l'intégration économique dans la ville formidable de Buenos Aires. Fondamentalement, nous, en tant que gouvernement, sommes la catalyse de la volonté, des voix et des souhaits de chacun des résidents de Barrio Mujica. Parfait. C'était le maire de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, qui s'exprimait devant nous. J'aimerais remercier l'enseignant Antoine Piquant pour nous avoir parlé de l'habitat dans le contexte de Buenos Aires. Merci d'avoir été avec nous. Julien va nous parler des big data et comment on peut gérer les territoires intelligents. On va parler d'un système géré par les données qui s'appelle PredictTest, qui a été développé en mars 2020. Il était ici pour visualiser et atténuer la COVID-19 dans l'est de la France. Julien Rotard va être avec nous, le directeur du segment santé chez Capgemini Invent. Il va nous parler de l'utilisation des données personnelles pour répondre à la crise